Je pense ici que nous assistons à un génocide de masse et une stérilisation chimique mondiale. Ces gens sont des psychopathes et nous devons les arrêter. Et je suis très content qu'ici, il y a des députés européens qui sont vraiment pour le peuple et par le peuple. On doit vous soutenir absolument. Et on doit soutenir aussi tous les médias indépendants qui donnent la parole au peuple et qui donnent la parole aux gens qui ont la vérité. Ce que j'appelle à la Commission européenne, c'est de faire une série d'autopsies et de commissions sur différents sujets. Sur les 300 laboratoires à virus qui sont dans le monde, sur les autopsies qu'il y a à faire sur tous les morts suite à la vaccination, le trafic d'armes qui a été fait par l'Europe, les SMS qui n'ont toujours pas été dévoilés par von der Leyen, la fraude des élections, tout ça, c'est des choses qu'il faut absolument que le public sache. Il faut aussi que la Commission européenne subsidie les médias alternatifs, parce que les médias de mainstream sont à la botte de la finance. Il y a d'autres façons d'arrêter ce massacre. En 1999, la Commission européenne a mis une motion de censure pour simplement une personne qui avait fraudé, qui avait un emploi fictif. Ici, nous sommes devant des millions de morts. Moi, je demande que le Parlement européen fasse une motion de censure avec l'article 119 et 234 pour destituer toute la Commission européenne ici à Bruxelles. La peur doit changer de camp. Elle doit absolument changer de camp. Il serait important de mettre l'adresse et le nom de chaque personne qui participe à ce génocide sur le net et en présence de l'Europe. Je suis gilet jaune, j'ai déjà fait pas mal de jours de prison aussi, pour simplement m'être exprimé. Je vous remercie à tous. Thank you for your comment. It's very important that, of course, independent media, we all join forces. I will not answer now in French because my school French is too bad. I understood your core message. The thing is only that it is now, for now, if you would, and the others who have questions in their minds, with respect that we would love to answer questions regarding the ECI, and because this is now not a public forum that we would love to have more often in the future, where people can bring in their questions, can bring in their initiatives. But for now, as we are running short in time, we would kindly ask you to, if you have a question to the ECI per se, ask those to us. Thank you. Je vous remercie pour votre travail. Merci. Thank you. Bonjour Nicolas Lefebvre. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Très beau nom de... Très difficile de trouver un Très difficile. qui ne soit pas déjà pris. Vous êtes lanceur d'alerte de la Belgique. Tout à fait. Et là-bas, les lanceurs d'alerte ne sont pas protégés. Bah, ils sont protégés, c'est-à-dire qu'ils sont tellement cadenassés au niveau de comment être lanceur d'alerte. Il faut absolument qu'on soit dans la profession et en exercice de dénoncer quelque chose pour être considéré comme lanceur d'alerte. Donc un médecin qui veut dénoncer quelque chose, il pourrait être lanceur d'alerte que dans la profession de médecin. Donc il pourra pas dire sur autre chose. Alors c'est un peu compliqué. Et puis on a notre ancien ministre qui est devenu commissaire européen à la justice, Monsieur Renders, qui a cadenassé aussi ces lois. Et donc bon, le statut de lanceur d'alerte en Belgique n'est pas reconnu. Et puis c'est très difficile de l'être. C'est le pouvoir qui vous dit si vous êtes lanceur d'alerte ou pas. Donc Il est juge et puni. ça veut tout dire, quoi. D'accord. Pendant la période du pass et d'une certaine vaccination, entre guillemets, vous avez agi pas seul. Et je crois que vous avez su éviter une loi. Ouais, c'est-à-dire. Vous pouvez nous en parler? Ouais, c'est-à-dire que là, dès le départ, on a créé une ASBL, une association en Belgique. Et donc, bon, on cherchait après des actions à faire. Alors, on a évité le masque des enfants à l'école la première année. Puis après est arrivé le pass sanitaire et la vaccination obligatoire. Enfin, la vaccination obligatoire en France,
Et ça a fait très peur. Alors j'ai contacté des gens qui travaillent dans la médecine, des juristes, et je leur ai demandé comment est-ce qu'on pouvait faire et quelles étaient les lois qui permettaient qu'ils puissent obliger. Et donc on a commencé à parler du consentement éclairé. Alors le consentement éclairé, j'ai demandé ce que je savais, parce que bon, moi je suis pas du tout dans ce milieu-là, moi je suis du bâtiment et du transport, donc ça n'a rien à voir avec ça. Et donc avant chaque intervention, que ce soit chirurgical, dentaire, ou même un pharmacien qui vous donne un médicament, il doit vous dire à quoi ça va servir et quels pourraient être les effets indésirables. Mais ça c'est vraiment pour tout, quoi, hein, même si vous allez chez le dentiste. Et donc, j'ai eu des bobos dans ma vie, et en effet, quand vous allez voir le chirurgien, il vous explique ce qu'il va faire et qu'est-ce qui pourrait arriver au cas où. Et donc, je trouvais ça pas mal, et c'était une loi qui date de 2002 ou de 2006 en Belgique. Alors, j'ai trouvé des gens. En plus de ça, c'est des gens qui travaillent justement dans le milieu médical et en même temps juriste. Et alors, je dis, on va faire un consentement éclairé. Ça n'existe pas. Quelque part, ça n'existe pas puisque c'est le médecin ou le praticien qui doit donner les informations. Mais là, on va faire un document comme quoi que le praticien doit expliquer ce qui va se passer. Et donc, on a fait ça. C'est une double page avec 11 questions. Et alors, en dessous, il était marqué comme quoi que c'était spécifiquement par rapport à l'injection. Hein. Et donc, sur le document, il est marqué comme quoi il doit mettre son nom, son numéro de nomenclature, et comme quoi qu'il prendra toutes les responsabilités. Bien sûr, dans les questions, c'était la composition, est-ce que ça va nous protéger, est-ce qu'on doit continuer à porter le masque si on est vacciné, enfin, il y avait tout plein de questions comme ça. Alors, ce qui se passait, c'est que, avant de diffuser ce document, il fallait quand même l'essayer. Parce que si on ne l'essaye pas et qu'on se trompe quelque part... Donc on s'est rendu dans plusieurs vaccinodromes et vaccibus, et on a voulu se faire vacciner. Donc moi j'allais, j'ai donné ma carte d'identité, ils m'encodaient, puis ils posaient 2-3 questions qui étaient très futiles. Et puis après j'allais, et quand on me présentait la pic-pic, je disais attendez, j'ai trouvé ça sur internet, je montrais le papier, je voudrais voir le médecin, parce qu'il y avait un médecin qui était dans l'obligation d'être là. Il lisait le papier, il commençait à répondre aux questions, et puis à la moitié des questions, ils en avaient marre, quoi. Ils voyaient que le document il était irréfutable, et puis les questions, ils les dérangeaient fortement, et donc à la moitié des questions, ils disent non, c'est bon, on vous vaccine pas, vous mettez dehors. J'ai dit, mais je vais me faire vacciner, moi. Alors à la télé, on dit que c'est bien, donc moi, je vais me faire vacciner. Et bien sûr, on restait dans la file pour ne pas justement, on bloquait les vaccinodromes, quoi, parce que les gens, ils attendaient derrière. Et on distribuait le document aussi aux gens, mais les gens qui étaient là étaient plutôt contre ce document. Enfin bon, ils n'étaient pas capables de savoir lire, j'ai l'impression. Et donc à un moment donné, leur seul moyen de nous faire dégager, c'est d'appeler la police. Donc chaque fois, on a eu la police qui est arrivée. Et la police venait vers moi, et qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je dis, je vais me faire vacciner, ils veulent pas. Donc je comprends pas, à la télé, on nous rabâche qu'il faut se faire vacciner, enfin se faire injecter, enfin, parce que c'est toujours expérimental. Et ils ne veulent pas. Alors ça nous permettait de pas prendre d'huissier, puisqu'il y avait la police qui venait constater. Et le fait de constater que la police disait pourquoi vous voulez pas vacciner, et ils voulaient pas prendre la responsabilité. Et donc une fois qu'on a fait plusieurs vaccinodromes et qu'ils ont chaque fois refusé, et là on l'a déployé mais à des milliers, des dizaines de milliers d'exemplaires en Belgique, en néerlandais, parce qu'on a fait traduire en néerlandais et en français. Et lors des manifestations pour demander justement plus de liberté contre le pass sanitaire et compagnie, j'allais même le distribuer aux policiers. Et il y avait même des policiers qui étaient contents de l'avoir parce que leur hiérarchie voulait les injecter. Donc ils étaient bien contents d'avoir le document. Et puis ça les rassurait quelque part. Même s'ils voulaient pas, au moins ça les rassurait. Ils avaient un document officiel. Dans le document, il y avait plein d'articles de loi. Avec les articles de loi, c'était du plus que sérieux. Et puis à un moment donné, comme en France, ils avaient passé la loi vaccinale pour les soignants, ils allaient le faire pareil en Belgique. Et donc, il y a une dame, Anne Dumont, qui avait écrit un livre sur toutes les inepties de tout ce qui s'était passé sur le Covid, les frigos, les congélateurs à moins 80 qu'on ne trouve plus. Bizarrement, tous les pharmacies devaient en avoir un, mais on n'en trouve pas un sur le bon coin. J'aimerais bien, moi, avoir un bon congélateur comme ça, parce que je suis sûr qu'ils s'en servent plus. Et donc, on s'est vu,
Enfin, c'est elle qui m'a contacté en disant, voilà, moi j'ai écrit un livre, et puis on a fait des réunions, et puis on s'est dit, ben on va envoyer ça à tous les maires de Belgique, donc à tous les bourgmestres. On a envoyé ça à tous les députés, les sénateurs, les ministres, aux grands médias, aux gouverneurs de province, donc ce qui est vos préfets. On a envoyé ça, on a envoyé le petit livre, on a envoyé donc ça avec un recommandé, pas recommandé, avec une lettre d'avocat, et en disant que ben voilà, il ne pouvait pas passer la loi parce que il n'y avait aucune preuve comme quoi que c'était bien. Et il y a un autre avocat qui a fait une annonce en Belgique, qui a dit maintenant que vous avez reçu ce document, ce livre, ce document, si vous votez la loi et qu'il y a un mort, ben on vous attaque pour meurtre. Ah, mais il l'a dit clairement, quoi. Donc, et moi, 3 jours avant, j'ai été le porter moi-même au gouvernement, donc aux grèves du gouvernement, comme ça. Et là, c'était filmé par Kairos. Donc, et là, on avait aussi la preuve comme quoi que le document avait été bien remis en main propre. Et donc, quelques jours plus tard, bah, ils n'ont pas voté la loi, quoi. Donc, il n'y a jamais eu d'obligation vaccinale grâce à ce document. Et il y a beaucoup de gens qui ne se sont pas fait vacciner aussi en Belgique à cause de ce document. Alors, je voudrais dire aussi que quand on parle des pourcentages de vaccinés, dans les vaccinés, il y a beaucoup de faux vaccinés. Donc, des gens qui ont payé pour avoir le pass, mais qui n'ont jamais été vaccinés. Bon, c'est discutable, mais bon, au moins, ils n'ont pas de problème de santé maintenant, quoi. Comme quoi, les actions avec un socle juridique fort et sérieux peuvent conduire à une victoire. Ouais, tout à fait. Alors, pour financer ça, parce qu'on a quand même fait près de 900 recommandés, plus le prix du livre, on a demandé aux gens de participer, quoi. Donc, on vendait le livre, on faisait un petit bénéfice sur le livre qu'on a vendu, et ça a couvert tout juste le prix des recommandés et le prix des livres. Donc, on a vraiment une opération en zéro au niveau financier. Et nous, on était contents parce que l'obligation vaccinale n'était pas votée. Vous pouvez redonner le titre du livre? Non, pas comme c'est Covid-19, des ministres et des experts. Enfin, je sais plus parce que ça ressemble à ça. Ouais. Mais je vais le retrouver. Ouais, je mettrai le lien. Ouais. Et j'en ai encore s'il y en a qui veulent. Et ben, le lien est sous la vidéo. Ouais, je mettrai. Ouais. Ensuite, bon, vous vous intéressez à beaucoup de sujets. Vous vouliez nous parler d'un data center. Oui, alors dans ma vie, j'ai fait beaucoup de. C'est pour ça que je connais énormément de choses. Je vais pas, j'écoute pas les autres. C'est des expériences personnelles. Et donc ces dernières années, j'ai roulé en camion pour livrer du béton. Et j'habite à côté du data center Google Europe. Donc automatiquement, j'allais livrer chez Google. Ils sont occupés. Bon, j'ai été licencié suite à ce que j'ai dit, quoi, parce que j'ai aussi dénoncé les éoliennes, puisque j'avais coulé aussi des pieds d'éoliennes. Bon, à tout ça, on fait qu'à un moment donné, comme je faisais des vidéos sur les sites, à un moment donné, les centrales à béton, et mon patron il m'a dit bon, c'est bon, quoi, on va arrêter là. Vous savez que là, on est sur YouTube. YouTube, c'est Google. Ouais, ouais, on les salue. Alors. Les data centers, donc c'est 2 choses. C'est pas pour l'instant, donc ils sont occupés de construire le 7e, je pense, 7e bâtiment, 6e ou 7e. C'est 20 000 mètres cubes rien que pour les fondations de béton. Puis bon, au niveau financier, c'est un truc énorme. Mais alors, après, il y a, pour le faire tourner, le data center. Donc c'est que des ordinateurs qui sont là-dedans et il faut les refroidir. À l'époque, on disait que le data center de Mons, Google, Europe, qu'on va consommer plus ou moins l'équivalent d'une centrale nucléaire. Mais je pense que c'est pas encore assez une centrale nucléaire. Je pense qu'il en faudra certainement encore plus qu'une centrale nucléaire. Et puis il y a une autre chose qui est arrivée derrière, c'est que pour refroidir, parce que ça chauffe énormément, pour les refroidir, il faut beaucoup d'eau. Alors il y a un canal qui passe à côté, mais ils ont tellement puisé dans le canal, alors qu'ils étaient qu'à la moitié du rendement de Google, le canal baissait. Donc les bateaux ne savaient plus passer à pleine charge. Bien sûr, il y a personne qui va dire ça, mais nous on le voyait. C'est un constat. C'est un constat. Et donc ces dernières années, ils ont. Une petite parenthèse. Avant de faire ça, j'étais chauffeur dans la chimie. Donc j'ai transporté des produits chimiques à travers toute l'Europe pendant 15 ans et j'ai livré les stations d'épuration et j'ai livré les stations d'eau potable, donc je sais comment que ça fonctionne ce genre d'industrie.
Et quand je suis allé livrer du béton dans une station d'épuration, enfin pas une station d'épuration, une station de forage pour l'eau potable, station d'eau potable, bah, j'ai remarqué comme quoi qu'ils faisaient un bâtiment que j'avais jamais vu ailleurs. J'ai dit mais qu'est-ce que vous faites ici? C'est pas normalement c'est pas une construction qu'on fait dans ce genre d'industrie. Ah, il me dit on fait du stockage. Pourquoi faire du stockage d'eau potable alors que dans le sous-sol le stock il est là naturellement? Ah oui, mais c'est pour alimenter, donc ça c'était à Mons, c'est pour alimenter Tournai, qui est à 50 km de Mons. Et je dis, c'est pas possible, puisque à Tournai, il y a plus d'eau qu'à Mons dans le sous-sol. Alors je dis là, il y a un truc qui va pas, parce qu'à Tournai, il y a toutes les carrières des cimenteries, et qui sont obligées de vider, parce qu'elles se remplissent trop vite, tellement il y a des nappes phréatiques sous Tournai. Alors là, ils ont commencé à se gratter la tête. Et ce qui est quand même bizarre, c'est que bon il y a le pipeline qui va de Mons à Tournai, qui fait quand même un diamètre de 70 cm. Donc c'est pas le petit Socarax, c'est pas le petit tuyau qui rentre chez vous quoi. Hein. Et ben ce tuyau là, il y a un T et il rentre chez Google, mais toujours en 70 cm de diamètre. Donc il y a peut-être 100 personnes dans Google. Pour leur consommation d'eau potable, je trouve que c'est un peu beaucoup. Hein, parce qu'un petit Socarax de 2 cm et demi, c'est suffisant assez pour aller abreuver une centaine d'ouvriers dans Google. Quoi. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Et à un moment donné, j'ai un peu cherché et compagnie quoi. Et donc non, c'est plutôt l'inverse. Quand j'ai été livré à cette station d'eau potable, là ils étaient occupés de construire un cube de 8000 m3 d'eau. Donc ils vont remplir 8000 m3 d'eau. Et près de chez moi, dans les derniers jours que j'ai travaillé, là, ils font à quelques kilomètres de chez moi, en plein milieu des champs, mais dans le creux d'une colline. Et là, ils construisent un autre cube de 10 000 m3 d'eau. Et chaque fois avec un château d'eau à côté. Donc, c'est un peu comme les méga bassines en France, quoi. Mais là, nous, on les fait en béton parce qu'on aime bien le béton. Et bon, c'est vrai que ça s'évapore moins. Mais c'est pas pour l'eau potable. C'est pas ça du tout. C'est vraiment pour envoyer chez Google. En plus de ça, quand ils filtrent l'eau du canal, enfin quand ils prennent l'eau du canal, ils doivent la filtrer parce qu'elle est sale cette eau. Donc il y a vite des algues et compagnie. Tandis qu'en prenant l'eau potable, c'est cool. Alors j'ai questionné le politique. Alors j'ai été à une conférence où est-ce qu'il y avait des politiques qui étaient là et des gens de la SWDE, donc la Société Wallonne des Eaux, qui étaient là. Et ils ont dit ouais non, pour Google, c'est de l'eau qui n'est pas trop potable. Donc je sais pas, ils doivent avoir 2 stations de captage dans le sol, une potable, une non potable. Enfin c'est complètement idiot leur réponse. Ouais, une semi-potable, enfin bon... Vous avez trouvé ça étrange? Et moi, ouais, j'ai trouvé ça étrange, alors j'ai dénoncé ça, et c'est ce qui m'a valu ma petite lettre de licenciement, voilà. Il ne faut pas en parler. Il faut surtout pas en parler, et j'ai écrit au ministre de la Santé qui s'occupe aussi de l'environnement, parce que au début de l'année, ils ont augmenté le tarif de l'eau de 50 € par ménage belge. Et quand on va voir ce que coûte l'installation rien que de ce pipeline et de tous ces cubes d'eau, on est plus ou moins à 50 millions d'euros. Parce que j'ai été faire des photos de tous les panneaux qui indiquent la somme de chaque étape du chantier, parce qu'ils sont obligés de le mettre. Et donc ça va coûter une bagatelle de 40 à 50 millions d'euros, payés par le contribuable. Alors quand je travaillais chez Google, moi j'ai discuté avec des gens qui travaillaient là-bas. Google, quand il sera fini, ça va rapporter 60 millions d'euros par jour. Alors on se dit, oula, c'est beaucoup d'argent. On est 440 millions en Europe. Donc si on divise par 60 millions, tous les jours on va donner 20 à 50 centimes à Google. On va pas les donner comme ça, mais ce sera par nos abonnements téléphoniques, par rapport à nos impôts, par rapport aux services que Google va rendre à l'État. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais depuis un certain temps, quand vous faites des recherches Google, vous avez plus rien. C'est-à-dire que la première page, elle est pleine. Et puis quand vous allez dans les pages suivantes, jusqu'à une 10e page, vous avez encore quelques informations. Et après, vous n'avez plus rien. Alors que dans le temps, on pouvait aller dans les pages derrière, on trouvait toujours quelque chose. Et donc, ils ont supprimé beaucoup d'espace libre de disques. Dans nettoyer Internet. Et alors, ils nettoient Internet. En Belgique, il y a une loi qui est passée aussi, et c'est une ministre, je sais pas, de l'enseignement, je pense, qui a fait ça. Ils ont supprimé 60% des livres dans les bibliothèques. Et tous les livres de plus de 12 ans ont été supprimés aussi.
Et ceux, ils ont été remplacés par des livres un petit peu wokistes, un petit peu revisités, on va dire comme ça. Bibliothèque physique, hein. Dans les bibliothèques physiques, ouais. Et en ligne? Ça, je ne saurais pas dire. Mais dans les bibliothèques donc communales, où tout le monde va chercher son livre pour une quinzaine de jours en payant 2 francs 6 sous, beaucoup de livres ont disparu. Et votre courrier aux politiques n'a reçu aucune réponse? Alors, on a eu un retour de 10%. Donc, les politiques qui n'ont pas accepté. Alors, on envoyait ça soit à la maison communale, soit chez le politicien lui-même. Et il disait toujours que c'était une mauvaise adresse. Alors que on savait très bien que c'était la bonne adresse. Surtout quand c'est la maison communale. Mais on a eu aussi des gens, ils nous ont envoyé une lettre de remerciement, mais c'était, tu vois que c'est un truc tout... Bateau, Bah oui, hein, c'est comme si... une lettre type de remerciement d'avoir envoyé quelque chose, quoi. Et il y a, je connais des gens qui se sont servis du livre pour faire une interpellation communale. Donc, parce que bon, comme ils savaient qu'on avait envoyé par recommandé, les gens se sont servis de ce livre pour faire une interpellation communale et pour demander dans leur commune qu'est-ce que le bourgmestre il en pensait, le maire il en pensait. Ça a fait des débats houleux dans certains conseils. Vous avez des liens très forts avec la France. Ouais. Mais ça, je voudrais faire une petite parenthèse là-dessus. Bon, moi, j'ai fait partie des Gilets jaunes. J'ai fait partie d'autres associations comme militant. J'ai même fait un tout petit peu de politique aux dernières élections, où j'ai été viré par mon propre parti, parce que justement, j'en disais trop, et donc ça ne plaisait pas. Donc la politique, même dans un parti citoyen, j'ai réussi à me faire virer. Bon. Vous êtes un électron libre. C'est une médaille pour moi. Alors, ce qui est très rigolo, c'est j'ai des contacts avec des journalistes, avec toi ici à Paris, et donc on parle de ce qui se passe en Belgique et de ce qui se passe en France, et j'ai toujours la même réponse, mais c'est pire en Belgique. Et en effet, quelque part, c'est bien pire en Belgique. On va parler par exemple des zones ZFE. Oui. Les zones ZFE sont d'application en Belgique depuis 2018. Et donc, on peut pas aller à Gand, on peut pas aller à Bruges, on peut pas aller à Anvers, on peut pas aller à Bruxelles avec une vieille voiture. Ou alors, on paye 35 € par jour d'amende, enfin de taxes, et on peut aller 10 fois, donc ça fait 350 €. Et si vous y allez pas, vous avez 250 € d'amende. Et vous m'avez dit aussi que on pense que la France est le pays le plus imposé et taxé du monde, mais vous dites qu'en Belgique, pour le citoyen lambda, c'est pire. C'est pire. La Belgique est intéressante fiscalement que quand vous êtes Bernard Arnault ou un artiste. Voilà, c'est-à-dire que en Belgique, on est taxé donc par tranche, mais les tranches elles vont très vite. Ah. Et donc un ouvrier ou un artisan est facilement imposable à 35-40%. Plus qu'en français. Ah oui, parce que vous êtes à 15, plus ou moins 15%. Et après, il y a toutes les taxes à côté. Oui. Mais un abri de jardin, vous êtes taxé vraiment sur tout. Le moindre truc, vous êtes taxé. Les précomptes immobiliers, vous êtes taxé aussi. Donc, d'avoir une maison, si elle est un petit peu grande, alors là, vous explosez les plafonds. La taxe de mise en circulation d'une voiture, c'est par rapport à la cylindrée. Vous avez un 2 litres, c'est 850 € à la mise en circulation. Puis après, vous avez la taxe de circulation que vous payez chaque année, 350 €. Une Porsche, c'est 5000 € à la taxe. Mais alors, quand vous achetez une occasion, vous repayez la taxe de mise en circulation. Donc, chaque fois qu'on remet une voiture sur le circuit, on repaye la taxe de mise en circulation. Donc, c'est pour ça que si vous voulez une grosse cylindrée, vous allez en Belgique, vous allez l'avoir beaucoup moins cher. Parce que c'est invendable. Mais oui, et votre État est très riche. Non, on est en déficit. Alors où va cet argent? Ah ça, on se le demande bien. Alors, la Belgique, elle a 650 milliards de dettes publiques, ce qui ramène plus ou moins à 55 000 € par habitant. Donc, d'un enfant de 2 jours à un centenaire. Hein. C'est pire qu'en France. Oui, vous êtes à 35 000. Oui, nous sommes 67 millions de Français, et vous êtes combien? 11. 11 millions. Et donc, nous, on est à... Mais tout ça vient de la même loi. Hein. C'est le traité de Lisbonne, l'article 123 du traité de Lisbonne. Hein. Et ça, il suffit, c'est simple. Vous allez sur Google ou un autre moteur de recherche, vous tartez. Ouais, on ferait bien de mettre des tartes. Ouais. C'est un lapsus. Vous entartez, parce que l'entarteur, c'est un Belge. C'était excellent. Vous tapez article 123 du traité de Lisbonne. Et là, textuellement, il est marqué comme quoi que les États
n'ont plus le droit d'emprunter à leur banque nationale et qui sont dans l'obligation d'emprunter aux banques privées. Et donc dans le temps, les États français et belges empruntaient à leur banque à 0,5%, ce qui était pour la gestion, pour faire un petit peu de sous et payer les gens qui y travaillaient. Et c'était remboursé dans les 5-10 ans, mais c'était remboursé. Donc on avait une dette qui était normale, on va dire ça normale, comme si nous on emprunte pour une maison. Et on est passé jusqu'à du 14%. 12-14% dans les années les plus... Alors maintenant ils disent « Ah ouais, mais maintenant c'est beaucoup moins ». Oui, maintenant c'est beaucoup moins, mais comme la dette, elle a explosé, ben on rembourse. Et donc en Belgique, on rembourse rien que les intérêts 12 milliards par an. Alors on vient nous faire chier pour les soi-disant chômeurs et les gens qui sont malades, que ça coûte 5 milliards par an, 5-10, mais ça couvre tout. Hein. Donc rien que l'intérêt de la dette est plus négatif que les chômeurs. Enfin moi j'aimerais bien dire quelque chose. Les gens, ils veulent pas aller au chômage. Tous ceux on a délocalisé. Parce qu'en Belgique, on était le premier constructeur de voitures au monde. On avait Renault, on avait Ford, on avait Opel, on avait enfin, toutes les marques qui étaient. On avait Volkswagen, Audi. Toutes ces usines ont fermé. On a tout mis à l'étranger. C'est pas les ouvriers qui ont dit il faut délocaliser. Alors les politiciens, ils sont toujours là à dire ouais, c'est à cause des chômeurs. Et surtout notre Georges-Louis Boucher, qui est notre petit Macron belge. Il est tout le temps occupé de dire ça. Mais les gens, non, ils veulent travailler, les gens. C'est la plupart, la grande majorité. Moi, j'en ai marre de ce discours du chômeur fainéant. Il y a toujours un ou l'autre qui veut pas travailler. Ça, je suis d'accord. Mais la majorité, les gens veulent travailler, ils veulent subvenir à leurs besoins, aux enfants, partir en vacances, aller au resto. Et au plus on fera de chômeurs, ben, au moins de restaurateurs qu'on aura. Et donc, c'est une chaîne sans fin. C'est le cercle vicieux. C'est le cercle vicieux. Donc je disais que vous êtes très attaché à la France, en plus vous êtes donc capable de comparer les deux systèmes et de nous informer sur ce qu'on sait très peu sur la Belgique, qui est finalement pas le paradis, à part pour les riches, comme ça. Après ça dépend où on met le seuil de richesse. Tout à fait. Concernant la France, donc vous êtes assez engagé en France aussi, et là par exemple vous vouliez nous parler de cette annonce folle du 10 septembre. Vous en pensez quoi? Un faux ou un tox? Alors, au départ, je vais être sincère, je vais être franc. Je pensais que c'était une manœuvre de l'État et que c'était commandé par l'État. Eh ben non, je me suis trompé. Et donc, en effet, c'est une dame gilet jaune qui a lancé ça. Qui manipule bien l'informatique et donc qui a fait des belles affiches et qui a fait des beaux textes et qui fait souvent qui prend souvent la parole et donc qui a lancé cette initiative. Mais Norni. Et donc bah moi je pensais que c'était l'État derrière. Puis elle m'a contacté. Puis elle dit non, bah non, c'est moi. Ok. Puis bon, elle a montré les preuves que c'était bien elle, quoi. Puis on le voit sur les affiches. Il y a quelques petites filouseries qui montrent bien que c'était pas l'État. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, ce qui risque de se passer, enfin non, ce qui va se passer de toute façon, c'est qu'il y a une grande majorité de gens qui ont leur travail qui ne vont pas faire, parce qu'ils sont déjà serrés comme des citrons. Donc c'est un mercredi en plus. Ah, c'est un mercredi en plus. J'ai pas regardé la date. Donc les gens, bah, ça aurait été un lundi, ça aurait peut-être été mieux suivi. J'espère. J'aimerais bien. Parce que pour moi, le politique, il est commandé par la finance. Si on embête la finance, c'est la finance qui va embêter le politique. Maintenant, je parle pas de la finance des petits patrons. Hein. Parce que les petits patrons, ils sont dans la merde comme nous. Hein. Peut-être même pire. Parce qu'ils ont beaucoup plus de frais, beaucoup plus de prêts et d'engagements, comme les agriculteurs qui sont serrés par les investissements. Donc, je vais pas mettre les patrons dans le lot, parce que moi, je fais une grande différence entre les patrons et les sociétés. Les patrons, ils ont engagé toute leur vie et tous leurs avoirs dans leur entreprise. Donc, s'ils perdent tout. Ils perdent même leur baraque. Qu'un ouvrier, ben, il va perdre son travail, mais il va pas perdre sa baraque. Un patron, lui, va perdre sa baraque. Après, il y a les sociétés. Et les sociétés sont vraiment faites pour ne pas payer l'impôt, pour éluder l'impôt. Donc, on n'a rien à payer. Les grandes sociétés.
Donc, c'est ces gens-là qu'il faut attaquer, les gros groupes, quoi. La grande finance. La grande finance. Bien sûr. Ouais. Mais si on prend par exemple, et ça j'ai découvert il n'y a pas récemment, si on prend McDonald's, Starbucks et toutes ces grandes chaînes, ils ne font que louer les locaux, mais les gens qui ont ça doivent s'approvisionner chez eux. Donc quelque part c'est de l'esclavagisme. Mais en plus, si on cherche bien, si on gratte bien, eh bien c'est une seule société au-dessus de ça. Donc c'est plein de sociétés, mais au-dessus de ça, il y a encore des autres sociétés beaucoup plus grosses encore dont on n'entend jamais les noms. Et donc c'est un démontage financier énorme, énorme. Et quand je vois les jeunes qui vont se crever là jour et nuit pour 2 francs 6 sous, bah, c'est de l'esclavagisme moderne, quoi. On a juste assez de quoi se loger et se nourrir, comme un esclave, quoi. Et si on ne fait pas le rendement voulu, ben on perd tout, comme un esclave. Donc on est dans un monde d'esclaves. Vous conseillez quoi pour le 10 septembre? Ben moi je crois que le 10 septembre, ça va pas être ce jour-là qu'il va se passer quelque chose. Je crois que c'est l'étincelle qui va faire déborder, la goutte d'eau qui va faire déborder le vase, l'étincelle qui va mettre le feu aux poudres. Alors je pense déjà que l'État se prépare à réprimander ceux qui vont faire quelque chose, quand ça va être physique dans la rue. Quand je vous disais que la Belgique c'est pire que la France a commandé 95 griffons, enfin Centaures. La Belgique en a commandé 380. Donc on se demande bien pourquoi faire. Moi je pense que là derrière, ils vont alimenter Eurogenfort, qui n'est pas du tout la gendarmerie européenne comme on le pense, puisque j'ai posé encore la question il n'y a pas longtemps à un gendarme, et j'ai demandé s'il connaissait Eurogenfort, il m'a dit non. Je suis allé visiter il y a un an, parce que je vais de temps en temps à l'Europe, donc dans les bâtiments européens quand il y a des visites, et je suis allé chez Europol. Donc ça c'est la police européenne, donc qui regroupe tous les États et qui se concertent un petit peu pour faire une police européenne. Eux ne savent pas non plus ce que c'est qu'Eurogenfort. Une milice peut-être? C'est une milice qui est déjà opérationnelle avec 6 pays. Et dans les manifestations à Paris, on a déjà été confronté à Eurogenfort. Le problème, c'est que ces gens ne parlent pas français. Donc, quand il y a quelqu'un qui se fait taper dessus, qui dit d'arrêter, ben, ils comprennent pas. Et donc, ils continuent à se faire taper. Et quelque part, c'est une milice qui est interdite d'aller, on ne peut pas prendre des milices à Paris, on pourrait pas prendre une milice. Eh ben, si. Il y a eu des milices comme ça à Paris, qui ont exercé. Alors, on les reconnaît parce qu'ils ont un uniforme légèrement plus sombre que la gendarmerie. Il y a pas de sigle. Malheureusement, il y a pas de sigle. On ne sait pas les reconnaître. Mais leur uniforme est légèrement plus foncé. Un peu plus noir. Donc pour vous, même si le 10 septembre est tenté d'être récupéré par les syndicats finalement qui sont financés par on sait qui, ça peut être le début de quelque chose quand même. Il ne faut pas désespérer. Ben, à un moment donné, quand le peuple a commencé à avoir le ventre vide, quand le peuple ne sait plus aller boire un verre ni offrir des fleurs à sa femme le samedi ou le dimanche, je pense que ça va commencer à s'énerver. Moi, je dis que on essaie toujours de regrouper les gens à Nation ou à Bastide, que c'est pas la bonne solution, parce que là, c'est s'engouffrer à des endroits où eux, ils ont leur suprématie au niveau financier, au niveau matériel. Je pense qu'il faut faire des actions locales. Et moi, c'est ce que je dis depuis des années, c'est d'aller au niveau communal, d'aller dans les mairies et d'interpeller par la base. Donc d'interpeller tous les maires de France et de dire nous on veut pas de ça. Et à un moment donné, il faudra dire aussi ce qu'on veut, parce qu'on est toujours occupé de dire on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, on ne veut pas ça, en laissant le pouvoir à ces gens-là. Mais quelque part, le politique n'a jamais demandé ce que nous on voulait. Donc on va voter, mais c'est eux qui décident de quelque chose que nous on n'a pas demandé. Donc à un moment donné, il faudra faire quelque chose pour dire ben voilà, nous on veut ça. Vous préférez le système des votations suisses? Oui. Quoiqu'ici, en Suisse, il y a une votation qui a été faite il y a quelques années, si on suit Chloé Framery qui fait ça justement une vidéo là-dessus en ce moment. Donc ils ont voté quelque chose il y a quelques années et la Suisse remet le couvert pour justement, je crois que c'est sur l'identité numérique. Oui.
en septembre, et donc ils essaient de passer en force. Bah, c'est comme en France, en Belgique. Hein. En France, ça va encore. Vous avez pu voter contre l'Europe, mais ils sont quand même rentrés dans l'Europe. C'est-à-dire qu'en Belgique, ils ont dit, ne vous inquiétez pas, nous, le gouvernement, on va prendre nos responsabilités, on va rentrer dans l'Europe. Donc nous, on n'a pas eu un mot à dire, c'est les ministres et le Premier ministre qui a dit, ne vous inquiétez pas, on va rentrer dans l'Europe, ça va être bien pour tout le monde. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Bon. C'est pas trop le cas. C'est pas trop le cas. À Bruxelles, donc les bâtiments européens, c'est plus ou moins 30 000 personnes qui y travaillent. Ils vont passer à 50 000. Alors, confortable. avec des salaires très confortables, mais moins confortables qu'avant. Parce qu'avant, c'était vite entre 6 et 12 000 euros. Maintenant, ils vont passer à 4 000. Mais un petit jeune qui arrive, endoctriné européen, qui a 4 000 euros... Il est content. Super content. Et dès qu'on monte un petit peu dans les grades, je vais dire comme ça, et ben tout ce qu'on achète est détaxé. Donc ils ont des magasins de vêtements, de voitures et compagnie détaxés. Des affaires à faire. Des affaires à faire, parce que la TVA en Belgique est de 21%. Donc, bon, 21% sur une bagnole, sur les habits, ça vaut le coup d'aller dans certains magasins se faire détaxer, quoi. Bien sûr. Donc, attendons le 10 septembre. Non, moi, non, on n'attend pas. On peut déjà commencer les actions maintenant. Il y a... Moi, je trouve ce qui manque le plus, et ça, ils ont bien réussi, c'est la division qu'ils ont fait dans la population. Donc, il y a les gens qui ont vu clair tout de suite, et qui scandent et qui invectivent les gens qui n'ont pas compris. Et ça, quelque part, ça nous dessert. Il faut vraiment qu'on rassemble tout le monde. Et là, les gens qui se sont fait piquer, qui sont maintenant malades, eux, ils commencent à voir clair. Beaucoup commencent à voir clair. Dans les médias, bien sûr, on n'en parle pas, mais quand on en parle autour de nous, je peux te dire que ça parle beaucoup. Les gens Alors, ça, je l'avais dit déjà à l'époque, les gens, à un moment donné, vont se retourner contre les médecins qui les ont piqués. Et c'était bien vu. Comme ça, c'est encore une lutte en plus entre des niveaux de pouvoir dans la population, quoi. Mais bon. Diviser pour mieux régner. L'éternel. Alors, le slogan de la Belgique, c'est l'union fait la force. Et on a un gouvernement, on a un premier ministre qui est séparatiste. Donc, tout est dit. Tout est dit. En tout cas, nous allons conclure. Je vous laisse le mot de la fin. Le mot de la fin. Lanceur d'alerte. Il y a, j'ai été chauffeur, donc je suis rentré partout dans toutes les usines, dans toutes les grosses industries, dans le Big Pharma, dans le Big Brother. Les chauffeurs, ils savent beaucoup, mais ils ne parlent pas. Moi, j'aimerais bien que tous les chauffeurs commencent à parler de tout ce qu'ils voient. Que les gens, quand ils travaillent à l'usine, quand les policiers, ils voient des choses qui ne vont pas dans leur métier. Enfin, on a tous quelque part quelque chose, on est tous témoins de quelque chose qui ne va pas. Faut en parler. Il faut le dire à tout le monde. Et là, je pense que le fait de parler, ça va décoincer ceux qui n'osent pas parler. Et il faut surtout parler. Et c'est pour ça que pendant les confinements, ils ont enfermé tous les restaurants et tous les cafés, pour qu'on ne parle pas. Et ça, ils ont bien réussi. Et alors, éteindre la télé, peut-être pas, mais inverser tout ce qui est dit à la télé. Ce serait pas mal. Sauf les lanceurs d'alerte et les petits médias comme vous. Qui grandissent. Qui grandissent. Merci beaucoup, Nicolas Lefebvre. Merci.